Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, en fin d'émission. Tout à l'heure, coup de fil d'une passionnée de cinéma, Anne Delabre, qu'on ne présente plus, nous présentera le programme de son ciné-club 7e genre de février. Parmi nos invités, nous recevons également une femme de cinéma avec Valérie Beau tout à l'heure. Bonsoir Valérie. Alors nous avons la chance, le plaisir et l'honneur de recevoir Maria de Medeiros. Et on va parler de votre film à nos enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Beaucoup, merci. Vraiment, ça fait plaisir. Tout à l'heure, parmi les chroniqueurs, vous retrouverez Nicolas Rividi et Étienne Bompé-Femme pour des chroniques actualité. Et l'émission ce soir, elle est réalisée par notre ami Nathan Hilero. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Et puis oui, j'espère qu'on va avoir une très bonne émission ce soir. Grâce à toi, merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Bonjour à tous et tous, aujourd'hui nous recevons Stéphanie Arc pour son roman Quitter Paris aux éditions Rivage. Bonjour Stéphanie, bienvenue à mon micro. Nous te recevons pour ton premier roman, Quitter Paris, et qui n'est pas ton premier ouvrage. Tu es aussi auteur de 2 essais, Les idées reçues et Identité lesbienne, qui traitent du genre et de sexualité. Également, un recueil d'interviews sur la philosophie contemporaine avec Comment je suis devenue philosophe. Tu as travaillé dans l'édition, tu es journaliste scientifique au CNRS. Il n'y a pas à dire, l'écriture, la littérature occupent une place prépondérante dans ta vie. Je me trompe ? Non, bien vu. Alors, dans ton dernier livre, qui est ton premier roman, oui. Quitter Paris, eh bien, qui est écrit à la première personne, la narratrice se pose beaucoup de questions. Quitter Paris, les grands espaces, la nature, répondre à sa quête de liberté essentielle. Mais pour aller où ? Et dans le même temps, pourquoi rester à Paris quand on a envie d'avoir un chien et que l'on vit dans un petit studio ? Comment t'es venue l'envie d'écrire Quitter Paris ? Tu t'es posé les mêmes questions que la narratrice à un moment donné de ta vie ? Oui, alors en effet, il y a une grande partie, une partie relativement autobiographique, on va dire, parce que je me suis effectivement posé ces questions. Je me les pose d'ailleurs toujours, puisque je suis toujours à Paris, comme vous pouvez le constater. Donc il y a une partie de ces questions qui ne sont pas résolues, à savoir cette ambivalence donc, qui caractérise, comme tu l'as dit, le monologue, c'est un monologue de la narratrice donc, qui s'interroge sur le pour et le contre, en fait, en vérité, et cette espèce d'ambivalence, puisqu'il y a des choses qu'elle adore ici et qu'elle a très peur de quitter. Et puis, en même temps, il y a des choses qui lui paraissent très difficiles à vivre, notamment les petites surfaces, sa petite surface d'appartement. Donc, oui, c'est assez complexe comme décision. En tout cas, quand on lit Quitter Paris, on passe un très bon moment. Je recommande vivement ce livre. Merci. Impression que la narratrice est cette fameuse copine rigolote, passionnée, hyperactive, indécise, qui a 3000 idées à la seconde, qui se pose plein de questions existentielles. Quand tu as écrit ce roman, tu voulais t'adresser à un public particulier ? Oui. En fait, quand j'écris, la plupart les livres que j'ai écrits auparavant, et notamment celui-là, j'essaye toujours de me dire qu'est-ce qui pourrait aussi aider les autres, en fait. Parce que ça, bien sûr, c'est d'abord pour moi, mais c'est aussi une manière de s'adresser, par exemple, à ces personnes qui, comme moi, et comme la narratrice, surtout, hésitent et ne parviennent pas à trancher et se sentent un peu mal à l'aise par rapport à cette décision, d'être toujours ici, de pas être parti, de ne pas avoir réussi à partir. Et de ne pas savoir comment faire, en leur disant, en fait, comme j'avais fait pour les lesbiennes précédemment, mais en leur disant, c'est pas forcément si simple qu'on croit, et c'est pas forcément non plus de votre faute, en fait. Si vous êtes toujours à Paris, c'est pour des raisons notamment professionnelles, en fait. C'est parce que vous pouvez pas trouver ailleurs du travail, où c'est difficile, ou dans le secteur où vous êtes, par exemple, en l'occurrence, le journalisme culturel, ce qui était mon cas, donc c'est pas forcément évident. Alors, il y a plein de choses, maintenant, mais quand on n'est pas sur place et que ça fait 20 ans qu'on est ici, on voit ça de loin et c'est pas forcément évident de recréer un réseau professionnel à 40, 50 ans, enfin voilà, donc c'est pas non plus une évidence. Et c'est notamment à ce public-là que j'ai pensé, comme une sorte de double de la narratrice, quoi. Et voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait de l'humour.
Parce que ça n'en manque pas. C'était pour mettre à distance aussi ces choses-là qui ne sont pas forcément marrantes dans la vie quotidienne, quoi, et cette indécision et qui t'entraîne comme ça dans des multiples questionnements. Donc j'ai beaucoup travaillé l'ironie sur ce roman pour que ça fasse rire aussi, pour prendre de la distance, pour se dire d'abord je ne suis pas tout seul, et puis ensuite on peut aussi en rire d'une certaine manière. D'ailleurs, oui, le rire, on va en parler. Dans Quitter Paris, tu brosses le portrait d'un Paris à 2 facettes. La face A, il y a le Paris, ville idéale où il fait bon planter des graines parmi les 112 jardins urbains, faire du sport parmi un large choix de 2986 équipements sportifs. On notera, tu fais l'éventail des avantages à Paris. Et la face B, c'est le Paris qui n'a plus rien pour lui, d'autant plus quand on a un grand chien qui partage le même studio. Vie de chien, vie d'humain, comme tu écris si bien. Et dehors, c'est pas mieux. Tiens, à ce sujet, Stéphanie, je te propose de nous lire un extrait qui parlera à un grand nombre de Parisiennes et Parisiens. On va parler du dehors. Oui, alors donc c'est le protagoniste de ce paragraphe, c'est Dico, qui est mon chien, à qui je dédicace. Enfin, c'est pas mon chien personnel, c'est celui de mes parents en l'occurrence, mais bon, c'est quand même le chien de la famille. Voilà. D'ailleurs, quand Dico explore le quartier, on s'en rend compte tout de suite. Il manifeste une excitation inusitée, liée à un excès de stimuli olfactifs, sonores et visuels, et de mon côté, je ne suis pas très à l'aise. J'ai l'impression qu'on fait tache dans le paysage. Peut-être son comportement, qui frôle la crise d'épilepsie, permet-il de résoudre cette question jusqu'alors sans réponse. Pourquoi, bien que nous nous trouvions hors de notre logement, ne nous sentons-nous jamais dehors ici ? Vous avez beau franchir le seuil de la porte, descendre les escaliers et atteindre la rue, être mouillé quand il pleut ou éprouver le froid piquant à travers votre manteau, contempler la lune et les étoiles par temps clair, vous n'avez pas le sentiment d'être à l'extérieur. Peut-être sa conduite, que j'ai longtemps vue comme la fascination du chien des champs pour les lumières de la ville, nous dévoile-t-elle une réalité insoupçonnée. À Paris, le dehors n'existe pas, ou disons pas exactement. Tel le ruban de Mobius à la forme trompeuse, la mégapole n'offre qu'une seule face, le dedans. À moins que, sans le savoir, nous ne vivions sous une bulle immense qui reproduit les nuages et le vent, le soleil et l'éclair, avec une précision telle que nous croyons évoluer sous les cieux, tandis que nous sommes sous cloche. Merci Stéphanie. C'est vrai que moi j'ai vécu à Paris pendant 13 ans. Et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion sur le dehors, qui n'est pas vraiment dehors. Jamais dehors. C'est ça. Alors, si Quitter Paris est un livre ponctué d'humour, la narratrice est avant tout dans l'introspection. Il y a d'intéressantes réflexions sur l'inspiration induite par et dans le mouvement, la nécessité d'évoluer dans de grands espaces. Tu écris, on réfléchit comme on respire. Et toi, où puisses-tu ta fulgurance créative ? En courant au bois de Vincennes ? Dans le train qui t'amène vers de vastes étendues de nature ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une partie, d'ailleurs je sais exactement quel passage j'ai écrit en courant par exemple. Notamment en courant donc, en Bretagne, sur la plage en fait, j'avais des idées comme ça qui me venaient, mais un peu comme les notifications quoi, des smartphones ou sur les écrans, enfin, on peut imaginer ça comme ça, avec des idées comme ça, comme des pop-up qui résolvaient des questions que j'avais d'écriture, tout simplement, comment je vais écrire cette phrase. Et par exemple, il y a la fin du chapitre sur le sport, je l'ai écrit en courant aussi, véritablement, j'avais les phrases qui me venaient, donc des fois il faut que je m'arrête pour taper sur mon portable, c'est pas pratique. Et la fin du livre aussi, pareil, il m'est venu en courant un soir à Cholet. J'ai eu la fin comme ça, les derniers mots avec le chien. Enfin voilà, je ne vais pas raconter la fin, mais voilà, la forme du texte. Et en marchant aussi, en marchant, mais plutôt dans la nature quand même, plutôt qu'assise. Où, voilà, la pensée est plus immobile pour moi. Et en fait, voilà, c'est pas un scoop que un certain nombre d'écrivains aiment marcher pour. Les idées viennent en marchant. Voilà, bah oui, c'est Nietzsche et Rousseau surtout, mais. Et surtout l'endorphine aussi. Je pense que ça joue vraiment dans mon cas. Ouais. C'est pour ça que tu cours beaucoup. Je marche beaucoup. Ouais, tu marches beaucoup. Ouais. Dans les bois. Ouais. Ouais, et l'endorphine de la course à pied, je pense que ça rend heureux, je crois, et ça doit faire quelque chose qui... Enfin, en tout cas, quand ça fait longtemps qu'on court, les circuits sont bien, bien ouverts à l'endorphine, je pense. Activés. Voilà, hyper activés. Alors la narratrice parle aussi de son amour saphique, 2 femmes qui se sont trouvées et qui, on peut le dire, dérogent à la règle de la sainte loi des lesbiennes. À savoir, elles s'aiment, mais n'ont pas besoin d'être physiquement ensemble comme une moule collée à son rocher. Dans le même temps, la narratrice ne serait pas contre de partager sa vie avec un bouvier bernois et d'être obligée de s'en occuper du matin au soir.
Stéphanie, selon toi, est-ce que la liberté est l'unique solution pour lutter contre la routine, voire la servitude en amour? Ah oui, c'est une vaste question. Mais en fait, c'est vrai que ce livre, en vérité, il parle de ça. En fait, il parle de cohabiter avec la personne qu'on aime, je pense. Parce que voilà, c'est la première phrase. La première phrase, c'est « je voudrais un chien, je voudrais même qu'on vive ensemble ». Et en fait, en vérité, c'est la question du chien, mais c'est aussi la question, derrière tout ça, évidemment, de la compagne. Et c'est un couple c'est compliqué parce que je pense que la narratrice voudrait vraiment habiter avec quelqu'un, et notamment avec la femme qu'elle aime, mais elle a peur, notamment, de perdre cette liberté. Et l'écriture aussi, parce qu'en fait, elle a besoin de cette solitude. C'est assez paradoxal, c'est un des paradoxes du livre. Elle a besoin de la solitude pour écrire. Mais elle a aussi peur de la solitude subie. Et donc, voilà, c'est assez compliqué de trouver Il faudrait faire comme Beauvoir et Sartre, habiter sur le même palier. D'ailleurs, voilà, c'est une idée qui... D'ailleurs, oui, tu en parles. Hein, même arrondissement, même immeuble, même palier. Voilà, bon, ça, c'est un peu une blague, en fait, parce que finalement, elle pourrait presque dire même appartement, on attendrait ça. Et en effet, c'est ce qu'elle souhaiterait. Pardon. Alors après cet instant un petit peu philosophique, attardons-nous sur le bandeau du livre. Une illustration dessinée par Laurence Benz. Je ne sais pas si je le prononce bien. Si, je pense. Pour nos auditrices et auditeurs, c'est l'archétype de la grande belle parisienne élancée, femme au regard affirmé, béret bleu sur la tête, lèvres rouges et clope au bec. Elle pédale sur sa bicyclette bleue, suivie de son bouvier bernois qui n'a Dieu que pour elle, et la suivrait partout, même à Paris. C'est ça l'idée? Raconte-nous un peu comment s'est fait ce choix graphique, assez Pepsi. Hein. Ouais, effectivement. C'est un choix de l'éditrice, en fait, de mon éditrice, donc Émilie Colombani, avec cette illustratrice avec qui elle travaille. Je pense que c'était l'idée de faire un truc qui soit dynamique, qui reflète un peu le ton du livre. Comme tu as dit, Pepsi, un peu rigolo, et aussi qui joue sur les idées reçues finalement. Donc c'est assez rigolo que je me retrouve à nouveau avec la question des idées reçues, qui essaie de la déconstruire en même temps en dessinant un portrait d'une Parisienne un peu caricaturale du coup, et qui correspond pas forcément d'ailleurs à la narratrice finalement, parce que voilà. Donc c'est assez rigolo de jouer comme ça sur les différentes idées reçues. Et ce chien, en fait, qui casse, je pense, justement ce cliché, en fait. D'ailleurs, elle pédale en fumant. Enfin, justement, j'allais dire, elle fume, elle a donc un petit peu de et elle a quand même une cigarette c'est ça. À la bouche. Hein. C'est ça, donc il y a quand même des petits signes que c'est... Comment dire qu'on casse un peu le il y a l'ironie. Voilà, exactement, merci. Heureusement que je fais ma thèse sur ce sujet, parce que sinon, sur l'ironie, je veux dire... Ah oui, c'est vrai, j'ai omis de dire. Donc, tu es journaliste scientifique, autrice, auteur, et en ce moment en train de faire une thèse. Oui, en recherche-création, donc dans la foulée du master de création littéraire. Donc là, j'écris un nouveau roman, un deuxième, en étudiant par ailleurs l'ironie, notamment dans la création littéraire. Donc voilà. Eh ben, tu reviendras nous voir pour en parler. Volontiers. Merci Stéphanie. Alors je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, Quitter Paris aux éditions Rivage, que l'on peut trouver dans toutes les librairies. Absolument, à Paris et ailleurs. Est-ce que vraiment un jour tu finiras par quitter Paris? Je n'y crois pas. Alors c'est en cours, hein, bon, pour l'instant, je vais emménager en Angleterre, mais je vais quand même garder un pied à Paris. J'espère que ça marchera, mais bon. Merci beaucoup. Maria de Medeiros, dis-nous un peu, est-ce que tu reconnais Paris à travers ce que tu viens d'entendre et d'écouter? Tu ne vis pas peut-être complètement à Paris aussi? Si, j'habite Paris depuis très très longtemps. Et je crois qu'effectivement, la question de la place est cruciale. Ouais. Mais je crois que le dedans, dehors, je ne suis pas sûre d'être d'accord. Parce que je crois que quand on dort dans la rue, on sait très bien quand on est dedans, quand on est dehors. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait, absolument. Et sur l'ironie, ça m'a fait penser à une écrivaine que j'adore, qui est Susan Sontag, et vraiment grande magnifique. Grande écrivaine de l'ironie. Ouais. Tout à fait. Ouais. Quitter Paris de Stéphanie Arc. Merci d'avoir répondu à l'invitation et merci aussi à Annabelle de nous avoir proposé cet invité. Et j'espère à très très vite pour d'autres ouvrages. À mon avis, ce ne sera pas le dernier. Ah non, j'espère, croisons les doigts. Oui. On va continuer à écrire. Merci Stéphanie. Merci à vous. À très bientôt. Et je vais essayer de le lire. Merci.
Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical ? Pour rebondir justement sur le livre que vient de nous proposer notre invité, qui est du coup Quitter Paris, je me suis dit qu'il fallait prendre une chanson qui avait à peu près le même titre. Et parmi les chansons qui me plaisaient et qui correspondaient un peu à quelque chose de connu, il y avait une chanson en particulier qui était assez connue qui s'appelait Else. Enfin, c'est Paris, mais elle a été composée par Else. Et cette chanson a été reprise récemment, notamment dans des récentes pubs, notamment pour, je crois, si je me souviens bien, de Parion Sport. Mais elle a été aussi utilisée dans une des récentes pubs Givenchy. Je ne me souviens plus laquelle, j'essaye d'ailleurs de la chercher. Et du coup, forcément, ça m'a fait penser à cette chanson qui était d'ailleurs très douce et très sympa à écouter. Et Quitter Paris, oui. Je pense que sur cette musique, je pense qu'on peut se dire on va définitivement quitter Paris à ce moment-là. On écoute. Le cercle des chroniqueurs. Cercle des chroniqueurs qui s'agrandit avec Étienne Bompé-Femme qui est avec nous quand même. Étienne, alors Bonsoir Brahim. tu étais passé, on m'a dit que tu étais en train de flirter avec Nicolas dans les toilettes. Exactement. C'est faux, non? Pas dans les toilettes. Dis-nous, une chronique un peu nouvelle ce soir pour toi, mais j'espère que tu n'as pas abandonné la chronique livre, littérature. Mais non, bien sûr que non. Une petite revue de presse pour la semaine et bien sûr je viendrai avec LGBT Tech pour vous parler livres et littérature.
Très bien, merci d'être avec nous, Étienne. Et bien sûr, tout de suite, le plus de l'actu avec Nicolas Rividi. Alors Nicolas, avec toi ce soir, un plus de l'actu dédié à la politique, puisque l'on revient avec toi sur les femmes dans l'élection présidentielle qui nous occupe actuellement. Oui, Brahim, au milieu des années 70, Arlette Laguillet faisait campagne en soulignant qu'elle était la seule femme dans une élection d'hommes. La porte-parole de Lutte ouvrière, mouvement par ailleurs dirigé des années durant par un milliardaire avare de médiatisation, faisait finalement le constat assez simple qu'il y avait une nette domination masculine et que bouleverser cet ordre établi participait d'une réelle révolution, davantage sociologique qu'institutionnelle. Car, et c'est là que réside le vice, rien à cette époque n'interdisait aux femmes de se présenter aux élections, ni à celles-ci en particulier. Leur absence du débat n'était pas le fait d'un droit tordu, mais d'abord et avant tout d'une mentalité sexiste profondément ancrée dans le corps social masculin, qui n'a jamais conçu l'égalité des genres et des sexes. J'insiste là-dessus, parce qu'encore aujourd'hui, il est commun d'entendre que si les femmes sont largement absentes des hautes fonctions, c'est parce qu'elles ne s'y présentent pas. Pirouette idéologique qui permet de rejeter le motif de la discrimination sur les personnes discriminées. C'est le fameux « nous cherchons d'abord les meilleurs », quel que soit leur sexe. Alors à moins de considérer que les femmes seraient des incapables par nature, force est de constater que visiblement les meilleurs sont par défaut des hommes. Alors il y a quand même eu dans l'histoire des femmes de pouvoir, et puis ces 40 dernières années, les mentalités ont commencé quand même à changer, et c'est encourageant tout ça, non ? Il y a eu en effet quelques femmes de pouvoir, il y a eu en revanche très peu de femmes au pouvoir, et elles ne sont jamais parvenues à ces positions par un droit acquis ou une cession participant de l'ordre admis des choses. Non, les femmes se sont battues non seulement pour accéder au pouvoir, mais surtout pour y rester, plus qu'aucun homme n'aurait eu à le faire. Il faut avoir en tête une chose, une seule, pour comprendre comment nos sociétés ont pu parvenir à un tel mépris des femmes, et comment de fait le fossé est énorme. Certaines et certains, à juste titre, pointent souvent les religions, et il est indéniable qu'elles ont leur part dans la maladie sociale qu'est le sexisme. Ce n'est pas moi qui vais m'inscrire en faux, et ce que je vais dire ensuite ne vise pas à les dédouaner, mais à essayer d'éclairer quant au fait qu'elles sont finalement les héritières d'un système vicié depuis des millions d'années, et je pèse mes mots, des millions d'années d'évolution humaine. Lorsqu'une femme attend un enfant, on connaît aujourd'hui les tenants et les aboutissants du processus. On sait que cet enfant résulte biologiquement de la fécondation de 2 gamètes et qu'après 9 mois de gestation, l'enfant abandonnera sa poche amniotique et naîtra. Bref, je pourrais ici vous décrire de façon très précise et donc très démystifiante toutes les étapes qui lient l'acte de fécondation et la naissance environ 9 mois plus tard. Si je considère maintenant un Homo erectus qui n'a pas autant de cartes en main que moi, que peut-il bien se dire quand il voit une des femmes grossir et créer d'autres humains ? Se souvenir qu'il a eu une relation sexuelle il y a 9 mois avec cette femme qu'il contemple un peu ahuri ? Certainement pas. Il a sous les yeux un miracle qu'il ne peut expliquer, mais il sait en revanche qu'il doit le protéger, se l'accaparer, le dominer. Si son instinct ne le pousse pas à se questionner, il sait en revanche que plus de petits humains, c'est important dans son monde, et que eux, comme celle qui leur a donné le jour, doivent lui appartenir. Il copie en cela, à de rares exceptions, la plupart de ses congénères mâles du règne animal. Dès lors, il n'est pas absurde de considérer que le sexisme est probablement un résidu tenace de l'état de nature auquel nous n'avons toujours pas échappé. Si je peux tenter la bienveillance avec le poteau Homo erectus, j'ai plus de mal avec ceux et celles qui, aujourd'hui, regardent ailleurs et refusent justement de se livrer à la lutte intérieure et philosophique qui exige que l'on s'éloigne par la connaissance des pulsions et réflexes dont nous avons hérité, surtout quand ils sont néfastes. Alors oui, pour répondre à ta question, Brahim, en 40 ans, certaines choses ont changé en mieux. Mais quand je marche dans la rue et que je vois des jeunes garçons se promener en enserrant le cou de leur copine avec leurs bras, veillant à les tasser le plus près possible du sol, quand j'observe les femmes muettes et souriantes aux terrasses des cafés, quand j'intercepte une injonction à la discrétion au détour d'une conversation, je sais que le chemin est encore long. N'allez pas croire que je juge et que je m'extrais. Non, pas du tout. J'ai, j'en suis sûr, des réflexes qui me conduisent à des attitudes ou des actes dont je n'ai pas conscience et qui meurtrissent, sans doute, plus de la moitié de l'humanité. Alors, quel est le rapport aujourd'hui avec l'élection présidentielle ? J'ai l'impression que l'on s'éloigne du sujet, Nicolas. Pas tant que ça. Un analyste américain, à l'occasion de l'élection de 2008, dont la primaire démocrate opposait Barack Obama et Hillary Clinton, avait résumé la situation de la façon suivante. L'Amérique est raciste, mais entre un homme noir et une femme blanche, elle choisira l'homme noir, car c'est d'abord un homme. L'analyse est brutale, mais à mon avis, elle vise juste. Elle désigne de façon rude à quel point nous sommes, malgré des engagements renouvelés, incapables de penser la place des femmes en dehors des limites de la grotte, de la hutte, du château, bref, du foyer.
Dès que la fonction suggère le pouvoir et les responsabilités, les femmes sont effacées, même pour des métiers qui leur sont dogmatiquement attribués. La couture de tous les jours, la cuisine de tous les jours, la comptabilité consciencieuse, ce sont des femmes. La haute couture, la grande cuisine, l'économie avec un grand E, des hommes, presque toujours. Vous imaginez bien que dès lors qu'il est question de responsabilité nucléaire, nos vieux réflexes ne sont pas longs à refaire surface. Et pourtant, il y a de plus en plus de femmes en politique, et spécialement pour cette élection. On dénombre en effet au moins 5 candidates, dont 2 qui peuvent potentiellement accéder au second tour, Nicolas. Le problème n'est pas tant dans le nombre des candidats, mais dans l'imaginaire qui est interrogé. Même concernant le nombre, la loi sur la parité a été votée en 1997, il y a donc 25 ans. Et nous avons toujours un Parlement majoritairement masculin. Il n'y a eu aucun gouvernement réellement à parité. Dans les gouvernements eux-mêmes, les femmes sont renvoyées à des postes souvent subalternes. Une seule première ministre, une seule depuis 1958, 2 ministres de la Justice, à peine plus de ministres de la Défense. L'intérieur, vaste désert. La présidence de l'Assemblée nationale, nada. Il y a des vice-présidentes et il paraît que c'est déjà formidable. Au Sénat, pas mieux. Et alors, oui, nous avons 5 candidates à l'élection présidentielle, 5 candidates souvent ramenées à la moquerie, à l'hystérie, à l'illégitimité supposée, quand il est admis que François Asselineau ou Jacques Cheminade, par exemple, se présentent au même poste sans encombre. Pire encore, les femmes que les hommes tolèrent dans leur cercle doivent se conformer au fantasme des bonnes épouses. Ainsi, on interroge Le Pen sur son élevage de chats qui coulole, cœur avec les mains, dans la catégorie « Nos fascistes ont du talent ». On jubile des expressions naïves de Pécresse. On humilie Hidalgo matin, midi et soir. Du coup, Dupont-Aignan peut se la couler douce. Taubira est traité comme une névrotique irresponsable et Artaud comme une anecdote du décor. Nous avons une élite politique féminine brillante dans notre pays et cette seule perspective semble donc traumatiser les prélats en place depuis des décennies. Et le plus de l'actu ce soir, Nicolas? À écouter la classe politique, et notamment la gauche, qui a ma sympathie évidemment, nous sommes féministes. Eh bien, je dis banco. Allons au bout de l'idée, et puisque pour nous, seul compte le programme et l'union, j'imagine qu'il n'y a donc plus aucun obstacle pour remettre nos destinées entre les mains d'une femme de gauche. J'ajoute qu'à gauche, nous sommes aussi antiracistes, et pour vous faire part de ma préférence, j'imagine que là encore, plus aucun obstacle se met entre nous et une présidente noire. Merci. Bon, un message d'espoir quelque part. Donc, vivement les femmes à la présidence de la République. Maria, un commentaire concernant ce qu'on j'ai entend. Beaucoup aimé cette chronique et ça m'attriste beaucoup de voir que, en plus, les rares femmes qui ont accédé à des postes de vrai pouvoir, c'est plutôt à droite. Ouais. Et que la gauche, en fait, est encore plus réticente et a encore plus de préjugés. Donc, raison de plus pour appuyer cette candidature. Mais là encore, voilà, les votes sont là, mais on ignore parce que c'est les hommes qui font la loi et que c'est des combats de coq toujours. Ouais. C'est une bonne idée de film, ça, faire un sujet là-dessus. Il y a matière à faire et absolument, à dire. Absolument. Il y a bien longtemps que je pense, en effet, qu'il y aurait matière. Valérie? Ce que je remarque, c'est qu'une femme doit toujours être, je dirais presque au moins 2 fois meilleure, doit se justifier de ses responsabilités et on doit remarquer, oui, c'est une femme, et alors qu'on ne devrait pas se poser la question. Donc c'est absolument insupportable. Étienne, est-ce que tu es pour les femmes au pouvoir? Bien sûr. Ça dépend lesquelles, quoi. C'est ça le problème. Parce que sur 5 femmes, il y en a 2 que je peux pas supporter, donc déjà partant de là. Mais non, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé de gauche. Hein. Attention, je signe pas un chèque en blanc non plus. Merci pour cette fabuleuse chronique, Nicolas. Homo Micro, l'invité du jour. L'invité du jour avec notre amie Valérie Beau. Voilà, nous revoilà. Donc merci de votre présence. À rappeler, peut-être, votre nom sonne à nos oreilles, est connu et reconnu. On va rappeler à nos auditeurs quelques souvenirs. Votre travail est mondialement donc reconnu grâce à votre rôle d'Anaïs Nin dans Henry and June de Philippe Kaufman, puis votre participation dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Votre premier long métrage comme réalisatrice, Capitaine d'Avril, film qui traite de la révolution des œillets au Portugal, a été sélectionné au Festival de Cannes et a obtenu plusieurs prix internationaux. Vous tournez des 2 côtés de la caméra, puis-je dire. Vous passez de la fiction aussi au documentaire. Vous continuez à jouer au théâtre et vos incursions dans la musique sont remarquées comme chanteuse et compositrice. J'ai eu le plaisir de découvrir le film À nos enfants,
en avant-première au cinéma indépendant Le Majestic Bastille. Et c'est important de le préciser et de remercier l'engagement du lieu pour le cinéma d'auteur. Pour commencer, voici le synopsis du film. Au Brésil, Vera, qui a combattu la dictature dans les années 70, s'occupe aujourd'hui à Rio d'un orphelinat pour enfants séropositifs. Sa fille, Tania, essaye depuis plusieurs mois, avec sa compagne, Vanessa, d'avoir un enfant par PMA. Entre elles deux, un fossé s'est creusé. À vos enfants, c'est un film sur la parentalité, la maternité par PMA, et pas seulement. C'est un film engagé, politique et poétique. Poétique parce que l'on peut évoquer des sujets graves et prendre un soin extrême à l'image, à la musique, au rythme du film. Le travail de Jefferson Feliciano, c'est bien ça, pour la musique est remarquable. Maria, vous nous offrez aussi un regard sur Rio de Janeiro, votre ville, la ville que vous aimez. Nous y reviendrons. Ce film est aussi un voyage dans le temps. Et l'archiviste que je suis salue le travail de création mémorielle. Il est question de témoignages historiques sur la dictature, jamais dans le pathos ou avec un quelconque voyeurisme. Remonter la trace. Avant tout, ne pas oublier. Même si Vera voulait oublier. Mais là, tout ressurgit. Cette fouille intérieure délivrée par Vera est un partage transgénérationnel. Il faut dire les choses. Dire avec des mots de femme, simples, vrais, non réducteurs. Vous arrivez même à créer des scènes oniriques sur ce passé douloureux, sur la vie de Vera. L'étincelle de ce personnage, Sergio, un journaliste qui enquête et pas que. C'est donc aussi un film sur la réalité des femmes. Il parle de la souffrance, de la disparition, du poids de l'absence. Et alors, comment faire le deuil ? Aucun personnage n'est fade. Chacun a de la profondeur, des contradictions. Les dialogues sonnent justes, puissants, sans être pesants. C'est un équilibre qui nous embarque, nous interroge. Même si nous sommes ici, la cause pour la PMA est acquise, vous soulevez, ce n'est pas si facile à vivre, comme toute parentalité. Cela soulève des difficultés. La contrainte physique des traitements hormonaux, la réalité, l'attente, et questionne la place de chacun. C'est aussi un dialogue mère-fille. Je dirais que c'est un film sur les liens, la solidarité aussi. Vera travaille dans un orphelinat d'enfants séropositifs. Ici, chacun se répare, protéiforme et concentré, multiple et fluide. Ce film est à la fois léger et intense. Sa narration nous emporte, voilà sa force. Il a la subtilité de laisser les portes ouvertes. Merci Maria. Alors je vais commencer par une première question. Mais un retour d'abord oui, avec bien sûr. cette analyse un peu. Merci, je suis vraiment très émue. Je pense que ça a été dit de façon merveilleuse. Ça m'a beaucoup touchée et on est très ému quand on se sent bien reçu, bien interprété, voilà, avec autant de sensibilité. Merci. Oui, c'est un travail de longue haleine, on le sent. Et voilà, je sens le film en équilibre, en tous les cas, tout le long du film, une tenue. Et je voulais parler à la fois de cette légèreté et puissance qui en fait un grand film. Ta question Alors, justement, donc, j'ai remarqué la force des dialogues. Donc, j'étais là et j'ai appris que c'est une pièce de théâtre à l'origine, à nos enfants, écrite par Laura Castro, comédienne qui joue le rôle de Tamia, qui est co-scénariste du film. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert ce texte ? Oui, alors Laura, qui est une jeune comédienne et jeune productrice pour le théâtre, m'envoie cette pièce. Je ne la connaissais pas du tout. Je découvre cette pièce que je sens très proche d'une expérience vécue. Et en effet, Laura a 3 enfants avec une autre femme qui était sa femme. Entre-temps, elles ont divorcé. Mais voilà, elle a ces 3 enfants qui
elles ont donné naissance chacune à un enfant par PMA et elles ont adopté une troisième enfant dans cet orphelinat pour enfants séropositifs. Mais la pièce que je reçois, en tout cas, c'est un long dialogue entre une mère et une fille. Et ce que je trouve immédiatement formidable dans la pièce, c'est que la mère est l'opposé d'un personnage conservateur. C'est pas du tout une mère religieuse, réactionnaire, non, c'est tout le contraire. C'est une mère qui a été de tous les combats, de toutes les luttes de libération. Elle a payé le prix fort puisqu'elle a été, comme elle a résisté à la dictature militaire, elle a été emprisonnée, elle a été torturée, elle a été exilée, elle est passée par tout ça. Et aujourd'hui encore, elle reste extrêmement engagée pour les enfants séropositifs. Et donc c'est à cette mère-là que la fille, qui à bien des égards est beaucoup plus conservatrice que la mère, puisqu'elle est plutôt libérale, plutôt, voilà, elle n'est pas franchement de gauche. Et elle vient annoncer à sa mère qu'elle attend un enfant. La mère est très contente. Je parle de la pièce. Elle pense même que peut-être que sa fille a changé d'orientation sexuelle, ce qui est assez drôle. Et la fille lui dit, oui, j'attends un enfant, il est dans le ventre de ma compagne. Et c'est la limite de l'ouverture d'esprit de la mère. Et pour moi, j'ai trouvé, enfin, c'était la découverte d'un monde, parce que je n'avais jamais réfléchi à ces questions-là. Et je n'avais jamais eu autant d'informations pratique sur ce qu'est la parentalité dans ces couples et ce que ça signifie pour le reste de la famille, etc. Donc, beaucoup de thèmes étaient soulevés qui m'ont passionnée. Donc, j'ai dit oui immédiatement. Je suis partie au Brésil et ça a été une belle aventure de 3 ans. Et j'ai joué cette mère. En plus, j'ai pas du tout l'âge du rôle. Pour moi, c'était une composition, etc. Et très vite, j'ai proposé à Laura, faisons-en un film, parce que tous les personnages dont on parle, on a envie de les voir, d'en savoir plus sur eux et d'aller plus loin dans les conflits, dans ce qui est esquissé dans la pièce. Elle a dit oui tout de suite. Et c'est drôle parce qu'elle avait écrit la pièce pour l'actrice qu'on voit dans le film, qui est une très grande star au Brésil que tout le monde connaît, Marieta Severo, qui était la femme de Chico Buarque. Et en plus d'être actrice, elle a toujours été une femme très engagée. Et elle ne pouvait pas faire la pièce, raison pour laquelle la pièce m'est arrivée à moi. Et donc, c'était une évidence qu'il fallait faire le film avec Marieta, rendre à César ce qui était écrit pour César. Et voilà comment est né le film. Alors, dites-nous un peu, quelles sont les conditions du tournage et parlez-nous un peu combien ça a duré. Le film a duré combien de temps? Alors, on a vraiment fait le film avec 3 cacahuètes. On avait très peu d'argent. Laura m'a rappelé l'autre jour qu'on a tourné en 4 semaines. Et aujourd'hui, ça me paraît... Enfin, c'était fou, la pression de temps qu'on avait. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai vu le budget, j'ai dit, bon, ok, je vais me préparer pour. De toute façon... je me prépare toujours beaucoup, comme je viens un peu du dessin, je fais tous mes storyboards et tout est très... Mais je me dis, de grâce, faisons avec une toute petite équipe. Alors, et là, j'arrive et j'ai une équipe gigantesque. On a, je ne sais pas si vous avez vu le générique final, c'est genre, ça n'en finit pas. Mais voilà, c'est comme ça que les équipes travaillent là-bas. Et en fait, cette énorme équipe, tout marche. Ils étaient extrêmement effectifs. Et voilà, c'était une aventure très intense. Et on a terminé le film parce que tout était... Et là, chapeau à Laura, parce que c'était sa première... production de cinéma, comment elle s'est débrouillée, c'est une femme d'un courage incroyable. Et donc on a fait toute la post-production à Mexico. Voilà, donc c'est un projet qui finit par unir plein de pays, parce qu'on est très ravis que la France soit le premier pays où le film sort, parce que du fait de tous les problèmes au Brésil... on n'a pas réussi encore à le sortir, mais on sait qu'on va le sortir, mais c'est la France qui donne le coup d'envoi, donc on est très contente. Alors justement, parlez-nous un peu de votre regard sur
Rio de Janeiro, ces mutations sociales, il y a tellement de choses à dire certainement. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est on s'est dit avec Laura que la pièce était tellement proche de son vécu qu'il fallait garder cette qualité-là, de parler vraiment du vécu, de nos perceptions. Et donc, on s'est dit, on va continuer à écrire avec voilà, tout ce qu'on sait, ce qu'on perçoit dans la ville. Et moi, par exemple, je voulais vraiment essayer de donner la vision que j'avais de Rio, essayer de sortir, enfin, montrer ce Rio que je ne voyais pas vraiment dans les films et que je voyais comme personne qui va là-bas depuis l'Europe. Et notamment, voilà, cette classe moyenne qui fait plein de choses et qui n'est qui ne correspond ni aux gens qui vivent sur la plage comme dans des publicités, ni la guerre des mâles alpha dans les favelas, mais la classe moyenne. Et bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on écrivait là-dessus, on développait, et le temps d'écrire, c'est-à-dire entre 2013 et 2018, donc pendant ces 5 ans-là, le Brésil a complètement changé de face et a fait une régression brutale en arrière. Parce que, par exemple, au début, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles le Brésil était plus avancé que la France, notamment sur les questions de PMA, sur les questions administratives. Par rapport à ça, les enfants de Laura et de Martha, ils avaient sur leur papier d'identité les 2 mères. Enfin, c'est des choses qui étaient encore n'étaient même pas encore pensées ici en France, et là-bas, c'était déjà résolu. Donc, on partait d'une société qui était confiante dans les avancées, dans le progrès, etc. Et puis là, on a vu sortir des égouts ces légions de cafards fascistes qui se sont emparés du pays. Et d'une certaine façon, on s'est retrouvés à raconter ça. Et le projet qui était plutôt comme une comédie almodovarienne au début est devenu une chronique de ces angoisses et craintes du passé qui reviennent. Et la question aujourd'hui donc des LGBT, difficile donc d'après ce qu'on peut comprendre. Oui, ça reste un pays. Enfin, les chiffres sont terribles. C'est un des pays où on tue le plus de personnes LGBT ou trans. Mais je dois dire aussi, et ça, en tant qu'observatrice, c'est aussi un des pays où ces personnes sont le plus combatives et organisées pour se défendre. Ouais. La sortie du film 23 février. Dans les salles à Paris. Est-ce que vous avez les noms un peu de salles en tête, non? Les MK2. Voilà, MK2, je suis venue avec mon merveilleux distributeur qui m'a soufflé. Merci. Qui s'appelle comment, Daniel Saban, le Daniel grand. Saban, oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez en perspective, en projet? Donc, d'autres films en vue? Je pense que vous allez attaquer un tournage dans quelques jours, là. Non, je suis plutôt au théâtre. Je vais recommencer une tournée avec Les Parents Terribles de Cocteau. Oui. Et c'est marrant quand même parce que mon film, c'est À nos enfants. Et je passe de À nos enfants aux Parents Terribles. Je n'en sors pas. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Tu iras voir le film, je suis certain, Nicolas. Oui. En tout cas, c'est bien vendu. Ouais. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation et vivement qu'on vous retrouve chez nous pour nous parler de la pièce de théâtre. Avec grand plaisir. Merci. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous enchaînons tout de suite avec notre ami Étienne Bompé-Femme, l'actu LGBTQI. Et on démarre avec l'actu L, Étienne. L et Q, mon cher Brahim. La semaine dernière s'est tenu le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est le Cannes du court-métrage. Et pour la première fois, il récompensait un court-métrage queer. Et le prix du queer-métrage, tu souligneras le bon jeu de mots, a été décerné jeudi dernier à Un corps brûlant, film de la rennaise Lauriane Lagarde et produit par Jabu Jabu. Il met en scène 2 adolescentes amatrices de parcours qui, alors perchées sur les murs de la ville, s'observent, se plaisent et tentent de se rapprocher.
Mais elles ne souhaitent pas être vues ensemble et sont sans cesse interrompues. Un film entre désir lesbien et peur, comme le présente Têtu. Et l'actu G ? G comme Grindr. Dois-je présenter pas. cette application de rencontre gay ? Sûrement pas à toi, Brahim. Non, il y a longtemps que j'ai pas mis le nez, il y a à peu près une demi-heure. Ouais. C'est pas le nez qu'il faut mettre. Ah ouais, c'est pas le nez qu'il faut mettre. Donc cette information, justement, cette information ne va pas te surprendre, mais Paris fait partie des villes les plus actives sur Grindr. Ouais. Dans le monde, Grindr, c'est 1 milliard de tapes envoyées et pas moins de 82 millions de photos échangées chaque mois, dont probablement 1 millier de toi. Ouais, ouais, certainement. Je vous laisse découvrir. Tout le monde se l'arrache. Je vous laisse découvrir les chiffres en détail sur committed.fr. Restons sur Grindr avec une actu moins marrante. Depuis le 27 janvier, Grindr n'est plus téléchargeable en Chine. L'application a été retirée de l'App Store d'Apple et de plusieurs plateformes chinoises pour Android. L'administration chinoise s'est expliquée à ce sujet. Cette campagne vise à créer, je cite, une atmosphère en ligne civilisée, saine, festive et propice à l'opinion publique pendant le nouvel an lunaire. Cette formule ne vous étonnera pas quand on sait que même si l'homosexualité n'est plus un crime en Chine depuis 1997, le mariage de personnes de même sexe est interdit et les questions LGBTQI+ restent tabous. Notons aussi que cette suppression intervient alors que les JO d'hiver de Pékin s'ouvraient la semaine dernière. Semaine d'ailleurs qui a été marquée par tout un tas de statistiques plus ou moins intéressantes pour faire monter la sauce. Et les LGBTQI+, ne sont pas en reste. On peut noter la présence de 35 athlètes ouvertement LGBT dans cette édition 2022. Ce n'est pas beaucoup par rapport au nombre de pays représentés, 91, et d'athlètes présents, 2874. Mais c'est important pour notre visibilité. Il n'y a pas de petit pas pour l'humanité. Soyons chauvins et nommons les 2 athlètes LGBTQI+ français, Guillaume Cizeron et Kevin Emos, 2 patineurs artistiques qui dansent avec des femmes. Alors, à quand un couple d'hommes rayant ensemble glace et stéréotypes ? Vivement, alors peut-être toi avec Nicolas très prochainement, parce que je sais que vous allez vous mettre à la... Au patinage. Au patinage, oui, ouais. Tout à fait le genre de la maison. Mais par contre, tu dis à propos de Grindr, je t'ai vu récemment alors que tu es en couple, c'est pas normal ça ? Ah, pas mal lu mon roman. Non, là, je sais que ton mari nous écoute et c'est très faux. C'est une information fausse. Quoique. L'information T maintenant. Actu T, oui. T, mais aussi I pour intersexe et N pour les non-binaires. Lundi dernier, Cyril Hanouna et son émission culturelle TPMP a encore démontré son intelligence en lançant... Culturel, mais oui. Culturel, Hanouna ? Il y a peut-être un peu de sarcasme, mais d'ironie. Donc, dans son émission de lundi dernier... Il a lancé un débat très intéressant sur la transidentité. Ce moment déplorable est parti de l'annonce par Apple des emojis qui seront intégrés dans sa prochaine mise à jour majeure d'iOS, dans laquelle on pouvait découvrir celui d'une personne enceinte et moustachue. En 6 minutes, devant 1,72 million de téléspectateurs sur C8, nous avons eu droit à un florilège de stupidité et d'ignorance profonde assénée comme une vérité, #vu à la télé. Ainsi, nous avons eu droit à Daniel Moreau qui se félicitait d'être vieille car ce monde ne va pas du tout et estime qu'il faut descendre dans la rue. Gilles Verdès, lui, tente de relever le débat avec un « il n'y a plus de genre ». Bien tenté, mais si, il y en a pour ceux qui se reconnaissent dans un genre ou dans l'autre. Kelly Vedovelli intervient pour rappeler qu'avec l'iPhone, on peut créer ses propres emojis, y compris avec une plume dans le cul si on le souhaite, donc inutile de leur imposer celui-ci. Ce n'est en plus ni fin, ni vrai techniquement. La médaille de la connerie revient bien sûr à Mathieu Delarmeau qui se lance dans une belle envolée. Je cite, « À cause des Américains, aujourd'hui sur ton passeport, tu peux mettre ni homme ni femme, tu choisis ce que tu veux. Non-genré, IL, transgenre, homo, gay et tu sais pas ce que t'es. » Bienvenue à la télé en France en 2022. La transphobie se porte en effet à merveille en ce début d'année. On a pu voir la semaine dernière qu'aux États-Unis, la gouverneure du Dakota du Sud signe une loi anti-trans dans le sport. La loi prévoit que seules les athlètes féminines, en fonction de leur sexe biologique, peuvent participer à toute équipe, sport ou événement sportif désigné comme étant réservé aux femmes ou aux filles. Et comme les grands esprits se rencontrent, dans un grand meeting, Trump promettait, je cite, d'interdire aux hommes de participer au sport féminin. Les hommes en question sont évidemment des femmes transgenres. Il nie non seulement leur genre, mais en plus, pour expliquer sa position, il s'appuie sur de fausses informations selon lesquelles les femmes transgenres seraient plus fortes que les femmes cisgenres. Faux, aucun chiffre ne le démontre, bien le contraire. #rien de nouveau.
Soulageant tout de même la pression, en France, Yannick Jadot promet dans son programme de faciliter les parcours de transition, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, avec un parcours de soins et un changement d'état civil sur simple demande et de manière gratuite. Ne cachons pas la forêt derrière l'arbre. Dans le même programme, Jadot retire le débat sur la GPA. Bonne nouvelle néanmoins pour les amateuristes de chill à Netflix. La semaine dernière, Netflix a annoncé l'arrivée de l'acteur transgenre Ander Puig au casting de la saison 6 de sa série espagnole phare, Elite. Soyons patients. Et la dernière, pour finir, l'actu B, Étienne. Oui, pour terminer, j'ai envie de vous laisser en musique avec Aurora, une talentueuse chanteuse bisexuelle qui a sorti son 3e album le 21 janvier 2022, The Gods We Can Touch. Cette jeune Norvégienne de 25 ans n'est pas une parfaite inconnue, puisque vous l'entendez dans les voix additionnelles de plusieurs titres de La Reine des Neiges 2. Dans ce nouvel opus, plusieurs titres ont retenu mon attention. Cure for Me, un titre écrit contre les thérapies de conversion, et A Temporary High pour son titre très Blinding Light de The Weeknd que je vous propose ce soir. It seems like we like to be living dangerously. Our heart sings a temporary lie. It seems like madness could be endlessly. Her love is a temporary high, and you're running to the shore, howling at the waves, howling back at you. L'invité du jour. On termine cette émission avec Anne Delabre pour nous parler du programme Le 7e genre de février. Bonsoir Anne, comment ça va ? Bonsoir Brahim, merci pour l'invitation, ça va bien ? Merci, ça va bien. Merci de nous rejoindre. Alors, le 7e genre, le Ciné-Club, c'est tout un programme pour février. Dis-nous tout.
Eh bien oui, écoute, là on a un début d'année qui est bien chargé, on est ravis parce que depuis le début de la pandémie c'était un petit peu compliqué bien sûr, et là on reprend de plus belle et le public nous suit, donc ça nous fait très plaisir. Donc là on avait fait une première séance en janvier au Forum des Images, c'était une séance exceptionnelle et avec le Centre Simone de Beauvoir, et là nous retournons au Brady pour notre ciné-club habituel, donc ça sera dans 15 jours en fait, lundi 21 février, et on sera exceptionnellement à 20h et non pas à 20h30 comme d'habitude. 20h. Et ça sera Miss Mona, un film de 1987 de Mehdi Charef. Et le réalisateur sera là avec nous, donc Mehdi Charef sera présent. Et c'est un film, comme d'habitude, qui est rare, qui n'a pas été édité en DVD, qui n'est pas ressorti en salle. Donc voilà, une petite perle à découvrir. Et ensuite, début mars, on sera au festival Écran Mixte à Lyon. Donc j'aurai le plaisir d'accompagner Catherine Corsini pour une rétrospective. Et à Paris, on aura le Ciné-Club au Brady le lundi 28 mars, donc cette fois à 20h30, avec une autre rareté, pourquoi pas, le premier film de fiction de Colin Serrault, qui a été restauré récemment alors qu'il n'y avait plus du tout de copie trouvable, donc on est vraiment content. Et Colin Serrault sera présente, ainsi qu'une des actrices aussi du film. Et quelques jours avant, on aura une séance spéciale, parce qu'on aime bien faire dehors les murs aussi. Donc on sera à la Cinémathèque française le vendredi 25 mars à 20h45 dans le cycle Howard Hawks pour le sport favori de l'homme. Donc voilà, là ce sera l'occasion un petit peu de se balader. Ouais. Et ensuite, retour au Brady au mois de mai. On aura une séance le lundi 16 mai, dossier 51 de Michel Deville, avec Rosalind Deville, qui est sa femme, son bras droit, qui a l'origine de beaucoup de choses dans son cinéma. Donc ça va être sympa aussi. Et on finira en beauté la saison avec le lundi 27 juin. Et alors là, ça sera une séance vraiment très 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 spéciale. Je vous dis pas exactement ce que c'est, mais on aura une réalisatrice américaine qui sera de passage à Paris pour nous. Ah. Donc on est vraiment très contents. Là, je viens de l'apprendre en fait. On vient de boucler le programme, donc tu vois, tu tombes bien de me proposer d'en parler ce soir. Voilà, super. C'est parfait. Et si vous voulez des infos, parce que là j'ai parlé très vite. Le site internet. Il suffit de regarder le site internet en fait, le7e-genre.fr. Tout est indiqué sur notre page Facebook aussi, bien sûr, Twitter, Instagram, enfin voilà, les réseaux sociaux habituels. Bien, très bien. Rappelle-nous la prochaine date donc pour février. Donc la prochaine date, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours. Lundi 21 février à 20h. À 20h, au Pradi. Voilà, et puis alors, n'oubliez pas de réserver parce qu'en général, on est complet. Donc voilà, vous pouvez prendre vos places sur le site du Brady. Et vous pouvez aussi nous rejoindre et adhérer à l'association si vous le souhaitez pour nous soutenir parce qu'on est totalement indépendant et autofinancé. Donc voilà, c'est important aussi. Vivement le Brady avec toi et toute ton équipe et tous ceux qui viendront voir tous ces films que tu mets en avant et que tu programmes. Merci Anne. Merci beaucoup. À très vite. Au plaisir. À bientôt et bon ciné. Ciao, ciao. Merci d'avoir été présent à mes côtés. Rappelle-nous ton invité Annabelle qui était avec nous en début d'émission. C'était Stéphanie Arc pour son premier roman Quitter Paris aux éditions Rivage. Et ton invité Valérie? Maria de Medeiros et son film À nos enfants sort le 23 février. Rendez-vous à MK2. Et tu as parlé de politique avec les voilà, et de patinoire prochainement avec Étienne. Étienne, voilà. Et toi Étienne, ta nouvelle chronique qui était vraiment très bien alimentée, et ça va être une alternance entre l'actualité LGBT+, et chronique libre. Tout à fait, et voilà. Merci, il est timide ce soir Étienne, mais ça peut se comprendre, il était entouré de femmes. On vous embrasse et à très très vite, prenez soin de vous, ciao ciao. Hey, oh non, cette émission est maintenant terminée, mais... Un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.